Toujours l'image du week-end, l'image de cette fin d'année même, le combat pour le titre des lourds qui accouche d'un no contest après ses doigts de Cyril Gane dans l'œil de Tom Aspinall. On n'a pas fini de voir cette image tourner. Salut à tous les amis, bienvenue dans le Fighter Club Sunday, votre rendez-vous du dimanche soir qui revient en image sur tous les événements fight du week-end. J'espère que vous allez bien, malgré la déception, on va pas se mentir, on est tous un petit peu déçus, forcément. Sacha et Jalito sont en rendez-vous, comment ça va messieurs? Très bien et toi? Bah un peu déçu quoi. Bah, on aurait sur notre faim après ce qui s'est passé hier, on aurait préféré déguster un bon ortolan, tu vois. Sorti de tout contexte. Voilà, exactement. Et on espère qu'on aura vite le droit à un nouveau combat. Ça, a priori, ça devrait en prendre le chemin. On a la chance d'avoir avec nous ce soir un homme qui a parfaitement connu Cyril Gane. C'est Xavier Séverin qui a été l'un de ses premiers coachs. En plus, tu as une émission Chrono Fight aussi qui parle de Muay Thai, notamment de pieds-points. Comment ça va, Xavier? Merci de m'avoir invité. Comment ça va? Ah, ça va. J'aurais voulu venir pour un peu parler de la victoire de Cyril Gane et de sa ceinture UFC, mais bon, finalement, ce ne sera pas ça. Une autre fois, peut-être, quand le fight, partie remise. On va en parler longuement, évidemment. On vous donne tout de suite le programme de ce Fighter Club Sunday ce soir. On va avoir du mal à s'en remettre, alors que Cyril Gane était parfaitement dans son combat. Un doigt dans l'œil d'Aspinall a suffi à mettre fin aux espoirs du Français de devenir le premier champion du monde à l'UFC. On va analyser ce geste qui coûte cher et se demander avec un médecin spécialiste du MMA si vraiment cela peut justifier l'arrêt du combat. Et maintenant, quelle peut être la suite? Dana White a déjà annoncé une revanche entre Aspinall et Gane, mais quand? Et alors qu'Alex Pereira et John Jones se sont à nouveau donné rendez-vous à la Maison-Blanche, l'avenir de la catégorie des lourds est en plein mouvement en ce moment. Et pendant ce temps-là, un homme a une nouvelle fois marqué les esprits. Hier soir, chaos spectaculaire de Bakary Samaké dans la salle mythique de Marcel Cerdan à Levallois. Le Français confirme son statut de numéro 1 à la WBC et va peut-être maintenant devoir s'exporter à l'étranger pour continuer de gravir les échelons. Voilà pour le très beau programme qui vous attend ce soir. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Let's go. Prêt. Il y en a au moins, a priori, certains qui sont heureux ce matin. Ce sont les sites de paris sportifs parce que pour le coup, personne n'avait vu venir ce résultat du combat hier soir à Abu Dhabi. Combat pour le titre, on vous le rappelle, chez les lourds entre Tom Aspinall et Cyril Gane, le challenger numéro 1. On est à la fin du premier round et tout bascule à ce moment-là. L'impensable, imprévisible et même totalement insensé. On revit ce moment dans les conditions du direct avec les commentaires et l'analyse d'Antoine Simon et Baba Diane. Cyril, on lui demande de toucher. Contre là de Cyril. Check sa gauche. Tu vas se faire respecter Cyril, c'est bien. Attention, ce doigt dans l'œil. Va provoquer une pause. On voit bien voilà, que les deux doigts de Cyril sont rentrés dans les deux yeux de Tom Aspinall, mais Tom a l'air plus gêné par le doigt qui est rentré dans son œil droit. Ouais. Et là, j'aime pas trop ces mouvements de tête. Hein, Ouais, clairement, il n'arrête pas de secouer la tête. Disons qu'il n'arrive toujours pas à ouvrir son œil. Ça fait déjà 3 minutes d'arrêt. Alors je vous rappelle, en bout des 5 minutes, on va demander à Tom Aspinall s'il veut repartir ou non. S'il décide de ne pas repartir, comme le coup involontaire, ce sera un no contest. Donc une immense déception, bien sûr, pour tout le monde. Ah, bien sûr. Maintenant, ce serait une grosse déception pour nous, pour les fans, pour tout le monde. Pour tous ceux qui attendaient que la catégorie poids lourd, justement, avance. Et le combat est arrêté, Antoine. Waouh! Oh, la déception, c'est pas possible! Énorme déception pour nous et les fans qui quittent déjà l'arène. On n'est pas les seuls à être déçus. Alors là, c'est vraiment le scénario qu'on n'attendait pas du tout, on ne l'avait pas envisagé. Mais malheureusement, la troisième chance pour le titre de Cyril Gane va s'arrêter sur un no contest dès la première reprise d'un combat qu'il avait parfaitement entamé. Alors on aura avec nous tout à l'heure Jean-Marc Sen, médecin fédéral qui a déjà officié sur plusieurs combats de MMA justement pour avoir aussi de l'analyse médicale, les explications parce qu'on a envie de savoir, on a beaucoup de questions évidemment autour de ce geste. D'abord vos réactions à vous en plateau parce qu'on a tous regardé le combat en direct à ce moment-là. Xavier, qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu comprends déjà tout de suite ce qui se passe quand tu vois les images et cette main de Cyril Gane qui arrive sur le visage de Tom Aspinall? Je comprends ce qui se passe. Techniquement, oui, pour la main. Typiquement, quand il va envoyer un coup, nous, on met beaucoup les bras devant pour se protéger. Donc ça, c'est le Muay Thai. Oui, le Muay Thai, c'est vrai que je dois préciser que Cyril a fait du Muay. Pour moi, je pense que tout le monde sait que Cyril a fait du Muay, donc autant pour moi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un geste normal.
Après, effectivement, c'est pas la première fois qu'il y a un doigt dans l'œil dans le MMA. Non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de la façon dont est positionnée la main de Cyril, qui a vraiment les doigts écartés. Ouais, je pense qu'il le fait à la base pour prendre une distance, qui était, je pense, un petit peu le game plan, le garder loin. Après, le doigt, forcément, c'est intentionnel, ça c'est une évidence. Moi, quand je vois le doigt dans l'œil, rapidement, je pense comme beaucoup, on sent que Aspinall, il va pas reprendre. Ah ouais. Tu vois très vite à son attitude que... Ouais, le langage corporel, ça dure très peu de temps où on sent qu'il se dit non, je vais pas reprendre. Alors, on va débattre. On va spéculer un petit peu, on va le dire, on va spéculer évidemment. Il a pas envie de reprendre. Ouais, on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'images à vous montrer aussi, beaucoup de choses à écouter. Jolito, toi, qu'est-ce que tu en as pensé à ce moment-là? Franchement, moi je pensais qu'il avait rien en vrai. Hein. Sans le ralenti. Même avoir pris le ralenti. Non, sans le ralenti, je dis sur le coup, je pensais qu'il n'y avait rien. Parce qu'en fait, après au ralenti, j'avais une autre lecture de la chose. C'est l'autre œil que je vois qui est vraiment on est bien touché. d'accord là-dessus. Et là, l'œil gauche. Il se tient l'œil droit, alors que pour nous, on voit effectivement que... C'est l'œil gauche où ça rentre vraiment les phalanges. Et l'autre, j'ai l'impression que ça passe un petit peu au-dessus. On n'est pas avec eux. Après, c'est des mecs de 120 kilos, donc forcément, ça fait plus de dégâts. Mais j'avais l'impression que c'était surjoué. J'avais aussi l'impression qu'au bout de 4 minutes de time-out, Aspinall était toujours essoufflé et tout. C'est là où j'ai dit, là, je crois qu'il va pas reprendre. Il a tout intérêt à pas reprendre, Sacha. La première sortie sur le périph'. Il se prend une vraie fourchette. C'est vrai qu'en fait, à vitesse réelle, on a l'impression que ça peut être un petit peu surjoué, que ça se dépose un peu sur la paupière. Ouais. Les paupières, elles sont fermées aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont interrogés sur ça. C'est pas direct au contact de l'œil. C'est vrai qu'au ralenti, on a l'impression qu'il rentre très profondément un des doigts quand même. Et après, c'est vrai qu'on voit Aspinall avec cette serviette qui dit « je peux pas voir ». Le médecin n'a même pas le temps de lui faire l'examen qu'on voit avec la lampe, etc. Donc après, il y a beaucoup de choses aussi, on en reparlera dans ce combat, qui fait que je pense qu'il y a un énorme facteur stress et enjeu pour Aspinall. Ça n'arrive pas souvent qu'il y ait des no-contests à ce niveau-là ou des gestes comme ça. Il y a plein de choses évidemment qui tournent autour de cette décision, l'attitude des uns et des autres. Alors Tom Aspinall vient de donner de ses nouvelles pour le coup sur Instagram il y a peu de temps. Il a posté une vidéo tournée justement après le combat où on le voit faire des petits examens et vous allez voir qu'il n'est pas tendre avec Cyril Gane. All that training for that. Don't worry about it. It's gonna be okay, mate. What the is he doing? The left one was really deep. The left one was really deep. Sorry. Yeah, sorry, but one time before it. Yeah, twice before he got one for it. Mike Bisping, he lost his eye. It's just a horrendous thing to think as a parent, really. And I know what it's like these days with people saying what they want, but if it's just your son, and they could lose an eye, and their health, and they've got children to look after, something needs doing about it. Yeah, it's horrendous. Qu'est-ce qu'il y a, Jolito? Moi, normalement, quand c'est grave ou qu'il y a un truc qui est visible sur l'œil, on le voit directement ou qu'il y a une blessure un peu spectaculaire. La story de Dana White, il n'a même pas le temps l'autre de se changer ou de prendre sa douche, qu'elle est déjà postée. On voit vraiment les dégâts. On l'a vu avec Belal Mohamed, les becs de lièvre, les yeux. Oui, pour justifier presque quelque chose, on poste une photo, quoi. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de photo, il n'y a rien. Il y a eu ça, on le voit, son œil qui est censé être touché, il est ouvert, il y a de la lumière dessus. Là, donc pour toi, clairement, il simule. Pour moi, franchement, c'est dur. Je suis un peu dur, c'est vrai. Mais je pense qu'il y en a plein qui sont du même avis que moi. Ouais, alors, il y a l'enjeu après. Ouais. Voilà, et je pense que l'œil qui a le plus pris, il était ouvert. C'est celui où il y a eu 3 phalanges de rentrée, c'est le gauche. Le gauche. Alors que le droit, j'ai l'impression que ça passe un petit peu au-dessus. Après, je sais pas, pour moi, c'est un peu étrange. Analyser le point de vue médical, évidemment, dans quelques instants, mais on va aller sur place, que Baba nous a commenté le combat hier soir à Abu Dhabi en bord de cage. Il est avec nous aujourd'hui, on a envie d'avoir justement son ressenti. Salut Baba. Salut tout le monde. On a envie, quel plan incroyable derrière toi, ça va, tout se passe bien, c'est pas, on dirait pas trop dur la vie. Ça va super bien, merci. On est à Dubaï là, actuellement. Je dis on parce que c'est Yacine Zaouini qui me tient le téléphone. On travaille en collectif, comme vous le savez. Et voilà, j'entends ce que vous dites depuis tout à l'heure et c'est des opinions qui s'entendent. Mais bon, il y a pas mal de choses compliquées quand même. On a envie de savoir justement, toi, ton ressenti, parce que tu étais au bord de la cage, tu as tout vécu, évidemment. Qu'est-ce que tu en as pensé en direct? Est-ce que tu vois, toi, tout de suite, que les doigts de Cyril Gane rentrent vraiment dans les yeux de Tom Aspinall? Ouais, on voit tout de suite qu'il y a un époque. Maintenant, je vois pas que c'est les 2 yeux qui sont touchés. On comprend qu'il a au moins touché un de ses yeux. Maintenant, quand tu vois le ralenti, quand tu vois ce qui se passe,
Il n'y a aucun doute sur le fait que le hype est là. Maintenant, on spécule beaucoup, tu vois, sur lequel a été le plus touché, le moins touché. Tu sais, il y a plusieurs manières d'avoir mal à ces moments-là. Tu as un doigt qui peut rentrer dedans, tu as l'autre qui peut gratter la rétine. Et tu sais, ça fait super mal, ça gêne beaucoup, ça peut provoquer une double vision. Donc, je me fais pas l'avocat de Thomas Spinal. Je dis simplement que, en toute franchise, je peux comprendre qu'il était vraiment handicapé à ce moment-là, ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé justement de l'attitude de Thomas Spinal, pardon, parce qu'on en parlait, quand on revoit les images, on sent qu'il a pas mal tout de suite finalement, il y a un petit temps quand même avant qu'il souffre vraiment de son œil. Et puis on a l'impression que dès le départ finalement, sa décision elle est prise, qu'il ne va pas reprendre le combat. On voit très vite hocher la tête presque en disant non je peux pas en fait. Ouais, c'est clair que pour le temps de réaction, ça c'est pareil, tu vois, ton œil va se fermer à ce contact-là et tu vas pas réussir à ouvrir ta paupière tout de suite et c'est là où tu vas vraiment ressentir la gêne, où justement quand ton œil va s'entrouvrir un peu, tu vas comprendre que c'est tout flou, tu vois, c'est tout gêné. Les combattants qui ont déjà eu ça, et puis même avec des gants de boxe, hein, le pouce peut arriver dans l'œil, ça fait la même chose. Il y a Xavier qui pourra vous le confirmer, même s'il a pas mis de chemise, Xavier, attention, je t'ai vu. Mais clairement... c'est encore une fois sur ce temps de réaction, moi j'ai pas spécialement de débat à avoir, ça c'est lui qui l'a ressenti. Par contre, je crois qu'on le dit dans le commentaire assez rapidement, Antoine et moi, on le voit secouer la tête, on voit son langage corporel et on comprend assez vite qu'il va pas reprendre. On essaie quand même de donner de l'espoir, surtout qu'il y a Fernand Lopez qui donne beaucoup d'instructions, donc on essaye de partir sur ça, mais vu comment il était, vu la réaction, il n'arrêtait pas de secouer la tête, on a vite compris que ça allait être mort. Raconte-nous justement aussi un petit peu la clim que ça a mis dans la salle à ce moment-là aussi, parce qu'on rappelle qu'on est dans le main event, c'est le combat le plus attendu de la soirée. Tout le monde ou presque est venu pour ce combat-là qui portait vraiment la carte de cette UFC 321. Et là, d'un coup, ça met une clim énorme et tout le monde quitte très rapidement la salle en plus. Hein. Mais instantanément, Flora, instantanément. C'est-à-dire que dès que l'arbitre il a commencé à faire ça, tout de suite, moi, j'ai vu des mouvements de foule en fait. Ils sont partis, se sont levés de leur siège, ils ont commencé à partir. En toute franchise, la main card, c'était pas ouf déjà. Donc forcément, ils étaient un petit peu sur leur faim, ils voulaient du spectacle, c'était plutôt bien parti. Ils étaient dégoûtés, tout le monde était frustré et dégoûté. Et ils ont commencé à quitter la salle très très vite. Moi, le temps que j'aille au plateau, t'as déjà la moitié de la salle qui était partie. Ouais, c'est ça qui est fou aussi, c'est la réaction du public. En même temps, tout le monde attendait ce combat-là. Baba, tu bouges pas, tu restes avec nous. Évidemment, on te garde encore un tout petit peu. Mais on le dit, évidemment, la salle a été climatisée. Ça a valu aussi une réaction de la part de tout le public de siffler Thomas Spinal au moment où il est au micro de Daniel Cormier. Et ça, évidemment, ça n'a pas plu à l'anglais. Guys, I just got fucking poked knuckle deep in the eyeball. What the fuck? Why are you booing? What am I supposed to do about it? I didn't do the fucking poke. I can't see. This is bullshit. The fight was just getting going. Complete bullshit. I'm pissed. Alors, on vous a coupé la fin parce que on a compris ce qu'il voulait dire clairement. Mais Xavier, c'est vrai que il le dit lui-même, le combat venait de démarrer en fait. Donc, on se doute que si on se place dans un point de vue tout à fait objectif, la déception, elle est aussi pour Thomas Spinal finalement. Non, mais on peut comprendre totalement sa réaction. Il est déçu et il ne comprend pas qu'il est hué. Ouais. Mais en même temps, le public, il n'a pas eu pour son argent, tout simplement. Ouais. Ils étaient venus pour voir un énorme combat. Et ils sont tout aussi frustrés que lui. Et c'est la réaction du public, il le siffle. Mais ça veut aussi dire que le public pense qu'il pouvait reprendre. Ils ont statué leur position. Oui. Donc, après, c'est dans l'intérêt forcément du public que le combat continue. Nous, pareil, spectateurs, on avait envie que ça continue. Donc, un dernier mot quand même avec toi, Baba. Est-ce que tu as eu, je ne sais pas si tu as vu, mais on a diffusé la petite vidéo que Thomas Spinal a mis sur ses réseaux sociaux. Est-ce que tu as eu des échos, toi, sur place, de ce qui s'est passé pour Thomas Spinal après le combat? Parce qu'il n'a pas fait les médias, rien du tout. Est-ce qu'on en savait plus à ce moment-là sur son état de santé ou pas du tout? Non, pas du tout. Il est vraiment parti très en colère, en fait. Il a été directement faire les tests médicaux. Apparemment, il est parti à l'hôpital assez rapidement. On a tout de suite eu très très vite qu'il allait pas faire conférence de presse. Et donc, ils se sont vraiment éclipsés, la team Spinal. On les a pas vus, on les a pas entendus. Tout ce que je peux dire, notamment Romain Pougeot, qui a vu toute la team passer devant lui, parce qu'il était backstage pour les interviews, que vraiment, il y avait beaucoup de colère et qu'ils sont partis très très vite. Ouais, c'est ce qu'on a vu aussi dans la story qu'il a postée sur Instagram. Merci beaucoup, Baba, pour ces petites précisions sur place. Et puis, bonnes vacances, du coup, à toi, à Yas et à toute l'équipe d'RMC Sport qui est sur place. Merci, les gars. Merci à vous. À bientôt. Ciao.
Profite bien. Très vite. Ouais, je pense que là, il est parti pour bien profiter. Ils étaient déjà à Dubaï. Il a l'air mieux que Thomas Pinal, je pense. Ouais, en même temps, ça se comprend. Évidemment, je le disais, il y a beaucoup de spéculations autour de ce geste-là. Surtout, peut-être encore plus quand on va revoir la séquence où le médecin intervient auprès de Thomas Pinal. Vous allez voir, on a sous-titré justement pour bien comprendre ce qui se passe au moment où le médecin vient voir l'œil de l'Anglais. Tom, we're going to give you a moment here, okay? You want to hold this on there at all to calm that down a little? We got you. Just take your time. Hey, come here. Stay right here. Come here. Stay right here. Keep yourself in the game, okay? That happened. That's done now. I took a look at the eyeball before. I've got no immediate concerns about the globe, so I'm happy for him to, continue giving it time to settle. But the globe itself, I'm not concerned with. Okay. All right, so we're going to give it a moment here. You please stand here. Seems he's had a hard time opening the 2 minutes. You let me know. Hey, stay away from him. Stay away. Unintentional. Alors, évidemment, ce qui est tout de suite... alors, on va rappeler quand même aussi qu'il y avait 5 minutes imparties durant lesquelles Thomas Pinal avait le temps de reprendre ses esprits. Et au bout de ces 5 minutes, de toute façon, une décision aurait dû être prise. Il n'a même pas attendu finalement la fin de ces 5 minutes. Au bout de 4 minutes et quelques, je crois qu'il prend cette décision. Mais long. Ce qui est long, déjà. C'est rare qu'on aille au bout des 5. Mais ce qui est fou, c'est de voir la différence finalement entre le discours du médecin qui dit qu'il ne voit pas de problème sur le globe oculaire qu'il est en train d'ausculter à Thomas Pinal. Non, Gianlito, non. Et la décision qui est prise finalement à ce moment-là. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut souffrir sans que ce soit visible de la part du médecin ? En fait, là, le problème, c'est qu'on voit aussi le prisme de la déception, parce qu'on pouvait potentiellement avoir un Français qui prenait une ceinture. C'est difficile de juger. Enfin, je trouve que c'est difficile de juger Aspinall négativement. On n'est pas à sa place. Je pense qu'il est dégoûté aussi. On le voit dans ce qu'il dit. Quand il dit le combat ne faisait que commencer, moi, j'entends un mec qui se dit ouais, j'avais peut-être encore moyen de me rattraper, etc. Même si c'était un premier round. Soufflé. Ouais, mais après c'est vrai qu'il a jamais connu l'adversité qu'il a connue dans ce fight. Il a le nez cassé, il se prend un doigt dans l'œil, il est face à un mec qui lui met des coups, etc., qu'il n'arrive pas forcément à toucher. Mais j'ai pas envie de condamner un mec qui voilà, quand même, on voit manifestement qu'il s'est pris un gros truc, on n'est pas à sa place. Je pense qu'il faut se calmer tous un petit peu. Ok, on est hyper déçus et on peut comprendre qu'il y ait ce côté porte de sortie, mais je sais pas, c'est difficile d'être dur avec lui, je trouve. C'est sûr que avec tous les indices, toutes les preuves de conviction que tu viens de citer, c'est vrai, on se dit on met ça, plus ça, plus ça. On se dit bon, il y avait une porte, comme on dit, il a filé à l'anglaise. Ouais. Je sais pas, honnêtement, moi j'ai pas d'avis sur ça. Le médecin a arrêté le combat, on peut tergiverser, on peut avoir des avis, mais la vérité c'est que le combat il a été arrêté pour une raison médicale. Et en vérité, il n'y a qu'une seule personne qui a la réponse. Bah oui, c'est Thomas Pinal. Et il sort une vidéo bientôt apparemment sur ses réseaux sociaux. Oui, on verra s'il en dit plus sur sa chaîne YouTube, effectivement. Mais en tout cas, évidemment, frustration absolue pour Cyril Gane après cette décision du no contest. Surtout que lui s'était déjà retrouvé par le passé dans cette situation. Ouais, dénouement compliqué, voilà, c'est surtout ça le mot d'ordre. C'est qu'on aurait, à la limite, il m'aurait mis KO, je l'aurais mis KO, il gagne, je gagne. On aurait quelque chose de satisfaisant pour un camp ou pour l'autre. Pour un pays, pour l'autre. Là, tout le monde est un peu dégoûté quoi, de cette issue, tout en sachant toute l'énergie qu'on a pu mettre dedans. Et puis également la physionomie du combat, tout se passait comme ça devait se passer. Ça me rappelle le combat avec Derrick Lewis où j'ai pris un doigt dans l'œil où je voyais plus rien. Tu vois, j'ai continué à combattre même si je voyais de Derrick Lewis, tu vois. Donc je me dis, fait chier, putain, pourquoi il n'a pas essayé de pousser un petit peu plus. Mais bon, après il était peut-être pas dedans aussi, je sais pas. Donc, voilà. Ouais, on va pas commencer à spéculer, on n'a pas eu les Thomas Pinal. Tu vois ce que je veux dire, s'il voit plus rien, s'il dit qu'il voit plus rien, qu'est-ce qu'on va dire? On sent un petit doute quand même. Mais fair play, petit doute mais avec bon soupçon. Petit doute, mais on va revoir les images dont il parle donc face à Derrick Lewis. Alors on ne voit pas très bien parce que l'angle de caméra n'est pas le bon et on sent malgré tout que l'impact dans l'œil n'est pas exactement le même. Puis on voit d'ailleurs que Cyril va reprendre très rapidement. Mais ce qu'il dit et ce qu'on comprend à travers le discours de Cyril aussi, Xavier, c'est le côté, il aurait peut-être pu forcer un petit peu quand même, quoi.
Ouais, il dit aussi, s'il dit qu'il ne voit plus rien, c'est qu'il ne voit plus rien. Oui, mais parce qu'il ne peut pas dire autre chose, bien sûr, bien sûr. Mais oui, on pense tous qu'il aurait pu forcer un peu et essayer. Mais s'il force et qu'il essaye et que le combat il reprend et qu'il perd et à l'arrivée il dit je voyais 3 Cyril en face de moi. Ouais. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Mais personne ne le fait sur une ceinture, ça. Ok, d'accord. Rampage l'a fait. Tous les adversaires de John Jones l'ont fait. Ouais. Oui, ils n'ont pas tous gagné. Mais il n'y en a aucun qui a gagné. Mais au moins, ils ont été jusqu'au bout. Mais après, c'est pas le même MMA, moi, je trouve, à l'époque aussi. Et puis, objectivement, on est tous d'accord. En vérité, si cette porte de sortie, il l'a eu parce qu'il était fatigué, parce qu'il avait une nez cassée, parce qu'il s'est senti un peu amoindri. Il a pris la porte. C'est une accumulation. En fait, il a pris une décision super intelligente, mais il n'a pas fait le vaillant. C'est ça que je dis. Oui, et ça, par contre, oui, je suis d'accord. Voilà, on va essayer de s'emporter aucun jugement, d'avoir un avis un petit peu objectif d'un médecin qui connaît parfaitement le monde du MMA. C'est lui, par exemple, qui avait pris la décision de stopper le combat de Benoît Saint-Denis face à Moïcano à l'UFC Paris. C'est Jean-Marc Senne qui est avec nous ce soir. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je pense que vous avez parfaitement entendu tous les débats qu'on a en plateau tout à l'heure. Avant d'orienter éventuellement une de vos réponses, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces images-là ? Alors, on va dire d'un point de vue médical, le déroulement était normal, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un eye poke comme ça, il est normal que le combat soit interrompu. Le médecin doit examiner le combattant pour essayer de savoir en fait s'il peut continuer à combattre ou pas. Alors effectivement, il y a des zones grises, il y a des zones. C'était une des discussions que vous aviez juste avant. Il y a des zones grises. On va dire que on dit que le doute bénéficie à l'accusé. Là, le doute bénéficie évidemment au patient. En cas de doute, l'œil étant un organe particulièrement sensible, le médecin, évidemment, s'il a des arguments pour être certain que tout va bien, il va le dire. Mais s'il existe un doute et la douleur, l'expression de la douleur ou d'un défaut visuel ou du fait de voir trouble, de voir double, ça peut être des signes de pathologie, évidemment, de l'œil. Eh bien, évidemment, si la personne se plaint, il faut en tenir compte. Le médecin est obligé de tenir compte de la plainte d'un patient, et là, en l'occurrence, d'un sportif, et là, en l'occurrence, d'un combattant. Ça, on ne peut pas faire autrement. Voilà. C'est ce qui nous interpelle, nous, c'est que vous avez sans doute vu la séquence du médecin qui vient donc examiner Thomas Spinal, qui pour le coup a du mal à ouvrir l'œil, donc on se demande vraiment ce que voit le médecin, mais qui dit à ce moment-là que lui ne voit pas de problème particulier sur son globe oculaire, et pourtant, malgré tout, le combat est par la suite arrêté. Donc est-ce que vous comprenez cette décision-là, alors que le discours du médecin juste avant va à l'inverse ? Alors, le médecin dit je n'ai pas d'inquiétude pour l'état du globe oculaire, effectivement. Thomas Spinal, lui, dit je ne vois pas et j'ai mal à l'œil. Objectivement, c'est ça. Alors, normalement, le médecin doit faire la synthèse de l'ensemble. C'est-à-dire là, j'ai envie de dire que l'examen est, pardon pour le collègue, mais un tout petit peu rapide. Il faut bien sûr rechercher des signes. On va faire l'examen ensemble, est-ce qu'on voit double, est-ce qu'on voit mal, est-ce qu'on a des douleurs, ça ce sont des signes fonctionnels. Ensuite, il faut tenter d'aller examiner la superficie de l'œil, voir est-ce qu'il y a des signes d'effraction, une hémorragie à l'intérieur, et ça c'est vraiment le signe à aller chercher. S'il y a du sang qui apparaît, là c'est un signe qui doit nous faire arrêter évidemment le combat. Et puis ensuite, on va mesurer ce qu'on appelle l'acuité visuelle, c'est-à-dire voir si la personne voit correctement. C'est pour ça que vous voyez ces fameux signes de est-ce que vous voyez un doigt, 2 doigts, 3 doigts, etc. Ça, ce sont des choses. Et en plus de ça, on va étudier ce qu'on appelle la mobilité. On va voir si l'œil bouge correctement. Et puis enfin, le fameux réflexe avec cette lumière-là, classique maintenant que tout le monde connaît. Voilà les phases d'examen complet de l'œil qu'on peut faire sur place, mais effectivement, en tout cas, les signes fonctionnels font partie de cela. Alors, on ne pourra jamais dire là précisément qu'est-ce qu'a l'œil. En revanche, on peut avoir des déductions a posteriori. Les déductions a posteriori, c'est la présence d'un diagnostic ou pas. Je crois que c'était dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que généralement, quand il existe
une anomalie, très rapidement c'est présent évidemment sur les réseaux. Donc si là je ne préjuge de rien, mais enfin si on imagine que Thomas Spinal n'a pas porté de diagnostic disant qu'il existe une lésion importante, a priori c'est qu'il n'en existe pas. Bon, j'imagine. Et puis deuxième argument indirect qu'on peut avoir, c'est la notion de suspension. Et une suspension d'une lésion grave de l'œil ou significative de l'œil doit dépasser 3 mois. Donc s'il existe un combat qui est reprogrammé dans les 3 mois, c'est qu'a priori, il n'y a pas eu de suspension médicale et donc il n'y a pas eu de lésion grave de l'œil. Donc vous voyez qu'on peut avoir un raisonnement indirect qui est l'absence de diagnostic exposé d'une part et deuxièmement, éventuellement, l'absence de suspension prolongée qui signe indirectement qu'il n'existe pas de lésion grave de l'œil. Voilà, ça sont des raisonnements indirects parce que évidemment... C'est aussi très important, c'est très important aussi de le dire, c'est pas une interprétation finalement, c'est juste un résultat logique d'événements. Sacha ? Non, bon, les 2 questions, je vais faire vite. Est-ce que les paupières fermées, ça peut engendrer plus ou moins de douleur ? Et surtout, c'est ce que j'ai cru comprendre dans ton discours, est-ce que c'est possible aussi qu'on ne voit rien finalement en tant que médecin, mais qu'il ait quand même hyper mal et qu'il ait des dégâts ? C'est juste que ce ne soit pas perceptible même après un examen et que c'était sur l'instant et que, je sais pas, 1 heure après, c'est terminé. Alors, deux bonnes questions. Premièrement, effectivement, paupières fermées, c'est pas tout à fait les mêmes lésions, parce que quand on a les paupières ouvertes, en fait, c'est l'effraction cornéenne, c'est-à-dire le fait d'aller griffer la cornée qu'on va aller chercher. Et ça fait très mal. Ça fait très mal, ça peut donner des lésions troubles ou autres. Si on a les yeux fermés, si on a la paupière fermée, on va plutôt avoir des lésions de compression de l'œil. Compression de l'œil, c'est-à-dire que là, on peut imaginer, il y a au milieu de l'œil le vitret, il y a la rétine qui est en arrière, on peut imaginer là qu'on ait des lésions à ce niveau-là. Mais dans ces cas-là, ce sont des lésions qui vont être visibles à l'examen, justement, qu'il va avoir après, à l'hôpital. Donc, des lésions de compression, vraiment, il faut vraiment que ce soit un traumatisme qui soit assez violent. Là... bien sûr, les doigts rentrent, mais enfin, on a l'impression que ça reste relativement, entre guillemets, superficiel quand même. Enfin, donc, a priori, on n'imagine pas une lésion de la cornée parce que les paupières étaient fermées. Alors, est-ce qu'on peut avoir après une gêne ? On peut avoir des gênes transitoires, ça existe. C'est-à-dire une gêne qui dure, alors généralement très peu de temps, 1, 2, 3 minutes, mais enfin, on peut imaginer que la gêne dure un tout petit peu plus longtemps. Bon, ça, c'est très, très subjectif. Voilà, ça peut être variable. Et puis, troisième chose, c'est qu'il faut rajouter, à toute gêne fonctionnelle, il y a la dimension psychologique. Il y a le contexte psychologique. Toute douleur, il y a un contexte psychologique. Donc, on ne peut pas isoler une atteinte fonctionnelle ou une atteinte anatomique de la psychologie. Et effectivement, oui, mais sauf que ça, c'est plus du rôle du médecin, c'est une question de stratégie de combat. Effectivement, si la personne est dans une situation défavorable, effectivement, et sans gagner, sans être totalement en train de perdre, en tout cas est en situation défavorable, on peut se dire que cet élément supplémentaire mène un doute, et on peut imaginer, mais ça encore une fois c'est une interprétation, c'est que si on est en situation défavorable et qu'en plus on se rajoute une atteinte oculaire qui peut gêner dans les minutes qui suivent le combat, qu'on n'ait pas trop envie d'aller là-dessus, surtout si on joue une ceinture. Voilà, ça c'est l'élément contextuel qu'il faut reprendre, mais enfin, que le médecin bien sûr prend en compte, mais dans la décision, une fois que la personne dit « je ne vois pas, j'ai mal », je n'arrive pas, je vois double avec mon œil, eh bien le doute bénéficie au patient, comme le doute bénéficie à l'accusé, le doute bénéficie au patient. Merci beaucoup Jean-Marc, parce que c'était très clair et vous avez vraiment touché les points qu'on avait mis jusque-là en exergue. Jalito est très content, parce que sa théorie est validée. Pense aux patients, Jalito, on t'a dit, pense aux patients. Il n'a même pas la carte vitale, ton Merci beaucoup Jean-Marc, merci pour ces précisions, c'était vraiment important de vous avoir avec nous ce soir. Un grand merci. Avec plaisir. Et super le nœud papillon. C'est sa marque. Du coup,
Bah, mais voilà. Du coup, quoi? Attends, pourquoi tu te redresses déjà? Non, mais je me redresse parce que bon, voilà, c'est ce qu'on a dit. Il y avait peut-être moyen qu'ils reprennent. C'était peut-être pas si grave que ça. Et on t'a aussi dit peut-être qu'on ne sait pas et peut-être qu'il y a un temps transitoire qui peut aller dans 2 minutes. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est que si jamais le combat est reprogrammé dans moins de 3 mois, ça voudra donc dire qu'a priori, il n'y avait pas grand-chose. J'espère qu'Aspinal n'a pas vu l'émission et qu'il va essayer de faire la stratégie. Mais tu vois, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'il n'y a rien eu. Tu vois, c'est ça qu'il ne faut pas confondre. Sur l'instant, il s'est passé un truc, en fait. S'il n'avait pas le nez cassé, il aurait repris. Non, mais viens, c'est quoi? Viens, on est italien, on n'est ni français ni anglais. Viens, on est italien. Voilà. En vrai. On est américain. Non, voilà, viens, on est américain. Faut comprendre. Non, mais on voit que ça divise aussi le monde du MMA. Il y a eu beaucoup de réactions quand même sur les réseaux sociaux après, justement, après cet événement. Alors, il y a 2 teams, en fait. Il y a la team qui est derrière Aspinal, qui pointe du doigt, justement, le règlement autour. Du doigt. Qui pointe du doigt, effectivement. Elle n'a même pas fait exprès. Mais non, même pas. Il y a Michael Bisping notamment, qui sait de quoi il parle. Il y a Belal Muhammad aussi qui questionne la position des mains de Cyril Gane dont on a parlé tout à l'heure, Xavier. C'est de main très en avant. Donc, pour le coup, il est un petit peu chargé par Belal. Donc en gros, faites pas de Muay Thai avant le MMA. Voilà, il y a Sean O'Malley aussi, lui, qui refuse de remettre en question l'engagement qu'a pu mettre Thomas Aspinall dans ce combat. Et puis, il y a l'équipe d'en face, pour le coup, qui pense que ce doigt dans l'œil a rendu un grand service à Thomas Aspinall. C'est le cas de Derek Brunson, ancien combattant de l'UFC, qui dit, pour moi, Gane allait battre Aspinall aujourd'hui. Le no contest était le meilleur scénario pour Aspinall. Il a reçu un avertissement. Gane a raté une opportunité en or aujourd'hui. C'est évidemment aussi ce qu'on ressent. Même son de cloche du côté de Chael Sonnen, ancien challenger des poids moyens à l'UFC, qui remet en cause l'engagement de Thomas Aspinall dans ce combat. Being poked in the eye is illegal, Brendan, but to fight with one eye is very common. The opponent's trying to hit your eye, he's trying to bust up and make your nose bleed. So that part of it does have question for guys like Anthony and I. We're trying to be polite, we're trying to show grace, but in all fairness, if you're the heavyweight champion of the world, you got to fight with one eye at times. Alors, c'est ça qui est fou. Bah oui, on peut combattre avec une jambe, avec un bras aussi. Non, après, c'est aussi le mauvais garçon un peu du MMA, Chael Sonnen, c'est ça son rôle. Mais tu vois, c'est comme on disait la semaine dernière, on veut cultiver la dureté, etc. Là, il y a trop de trucs qui se passent à ce moment-là pour que lui il puisse reprendre. En tout cas, c'est sa situation. Effectivement, tout le monde a la porte ouverte pour le juger et dire qu'il a été faible et lâche, etc. Maintenant, personne n'est à sa place. En fait, ce qu'il dit, c'est intéressant aussi, Xavier, parce qu'il parle d'une chose importante, c'est que c'est un combat pour le titre. Donc on peut voir les choses de 2 façons. Il y a soit, effectivement, j'y mets l'engagement que réclame justement HL, parce qu'en se disant, c'est un combat qu'on ne peut pas rater, et en même temps, à l'inverse, on ne va pas aller se battre alors qu'on a un œil en moins, qu'on ne voit pas complètement et qu'on n'est pas en pleine possession de ses moyens à ce moment-là. On est entre les deux, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait de vérité, désolé de te le dire. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des avis. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est un combat pour un titre. Il aurait pu continuer, il aurait pu ne pas continuer. À ce moment-là, encore une fois, on n'est pas à sa place. Peut-être que d'autres auraient continué totalement. Je reprends l'exemple de Doumbé quand il a l'écharde. Il y a déjà. C'est l'arbitre qui l'arrête, c'est pas pareil. Oui, mais il y en a qui ne seraient pas pleins de ça et qui auraient continué. Et puis d'autres qui seraient pleins. Donc, c'est toujours pareil, on n'est pas à la place du combattant. Nous, à notre niveau, moi je suis un peu d'accord, c'est-à-dire que quand tu mets tous les détails 1+1, au bout d'un moment tu dis il aurait pu, mais voilà, encore une fois, c'est qu'un avis et la vérité, on ne l'aura jamais. C'est les interprétations. C'est un état d'esprit. Voilà, moi je pense juste à l'ancien combattant japonais, je vais faire un peu le mec old school, mais il a perdu un œil et il l'a caché durant toute sa carrière. En fait, il était sur une clé de jambe, je ne sais plus c'est quoi le nom, si quelqu'un arrive à le retrouver dans le chat, par exemple. C'est pendant un Grand Prix au Pride, il met une clé de jambe à un combattant qui, lui, vient du kickboxing. Et pour sortir de la clé de jambe, l'autre lui a vraiment rentré un doigt dans l'œil. Il a perdu un œil, il ne l'a pas dit par fierté jusqu'à la fin de sa carrière. Bon, là, c'est le cas extrême. Mais il a continué le combat. Il a continué le combat, il a gagné. C'est le MMA à l'ancienne aussi. Non, mais après, ça arrive souvent. C'est Cyril, quand il combat contre Volkov, il a le pied cassé et il continue. Voilà, tu vois. Le David Klein, cheville cassée, mais il continue jusqu'à la fin. Après, c'est différent. Là, il y a d'autres enjeux. Il y a sa ceinture, il y a beaucoup de choses qui rentrent. on prend un tout petit coup. L'image aussi. John Jones dans son slip. Complètement, on peut le dire. Bon, on a fait le point, on a fait le tour du médical, de cet œil. On va essayer de se concentrer sur les 4 minutes 30 de combat qu'on a eu du coup hier soir, parce que ça aussi, évidemment, ça nous intéresse, parce qu'on a vu beaucoup de choses et de bonnes choses, notamment de la part de Cyril Gane. Que de frustration quand même. Même Dana White, d'ailleurs, en personne, a été impressionné par le Français hier soir. I mean, I feel the way everybody feels. Great showing, shitty ending, you know.
I think that after the Jones fight, a lot of people wrote Cyril Gane off. He looked damn good tonight. C'est super important ce qu'il dit là, Dana White, parce qu'il résume tout, c'est vrai, et c'est pour ça aussi que Cyril Gane n'était pas favori à l'abord de ce combat face à Thomas Spinal. Et finalement... à la fin du round, les odds avaient changé. Ah bah oui, mais forcément. Je peux te dire que là, les odds, elles vont pas être les mêmes pour le combat de la revanche. Déjà, ça c'est sûr. Une statistique qui illustre un petit peu tout ça aussi. Vous le savez, forcément, Thomas Spinal avait passé très peu de temps dans la cage jusque-là. Il avait aussi pris très peu de coups. 27 coups significatifs encaissés par l'Anglais sur ses 6 derniers combats. Et rien qu'en 4 minutes 30 face à Gane, il en a pris 30. C'est dire aussi, ça dit beaucoup de choses aussi. Ça, c'est une vraie stat qui est intéressante. Parce que là où on voyait, c'est vrai, beaucoup de gens voyaient Cyril se faire manger, clairement, surtout à la première reprise par Aspinall. Quand tu vois ces stats, tu dis que finalement, Cyril n'était pas au menu d'Aspinall ce jour-là. Ouais. Franchement, pour moi, c'est symptomatique de la boxe et du fait de comment il combat Cyril. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas facile à toucher. Et Aspinall, c'est quelqu'un qui rentre dedans, mais pour rentrer dedans, il faut que le mec soit en face de toi. Et Cyril, il n'est pas resté en face de lui. Donc cette stat, elle est totalement logique pour moi. Et c'est intéressant ce que tu dis, et c'est ce qu'on va voir, parce qu'évidemment, il y a plusieurs phases. Alors, c'est fou de décrypter autant, seulement 4 minutes 30 de combat, mais on décrypte ce qu'on a à disposition. Voilà, on n'a pas le choix. Il y a évidemment un fait marquant dans ce premier round, c'est le fait que Cyril Gane touche le nez très rapidement de Thomas Spinal, qui se met à saigner très rapidement. On est au bout de quelques secondes là, de combat sur cette gauche puissante qu'on vous met au ralenti nous-mêmes, parce que l'UFC était tellement concentré après sur les ralentis du doigt dans l'œil qu'on a eu 0 ralenti sur le reste du combat. On voit sur ces images-là la puissance aussi du bras arrière de Cyril. Xavier, toi tu le connais, tu l'as vu en Muay Thai, etc. Tu peux nous en parler justement de cette puissance qu'il a dévastatrice de sa gauche. En fausse garde en plus. En fausse garde, tout à fait. Alors imagine en vraie garde. Non, encore une fois, le débat de dire est-ce que Aspinall est plus puissant que Cyril, moi j'étais pas persuadé du tout. Et je pense que même Aspinall maintenant, pour le recombat, je pense qu'ils vont réfléchir différemment. Parce que oui, Cyril est capable de faire mal. Quand il le veut, il fait très mal. Et là, il a prouvé clairement sur ce bras arrière qui arrive plein pot. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de la psychologie d'Aspinall. Mais je pense que quand tu te prends des coups qui font mal, ça change complètement la donne. Tu ne combats plus de la même manière. Et je pense que ça a fait partie d'une réflexion complètement différente. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas vu l'Aspinall qu'on voit d'habitude. Et c'est pas parce qu'il était moins bon, c'est parce qu'en face de lui, il avait quelqu'un d'autre. Moi, j'ai trouvé bon. Moi, c'est juste que c'est une adversité qu'il n'a jamais connue. C'est un style qu'il n'a jamais connu. Il est arrivé là plutôt facilement. Finalement, on se rend compte. Et je pense qu'il a dû penser qu'il pouvait aussi avoir cette facilité. Il s'est rendu compte que non. Mais il y a plein d'aspects dans son jeu, moi, qui m'ont beaucoup intéressé. L'utilisation des coups de pied qui était très différente. Moi, franchement, on partait sur 4 minutes. J'avais jamais vu un fight comme ça, j'étais trop excité. Je me suis dit, on est vraiment sur 2 monstres atomiques en fait. C'est la promesse du fight, elle était en train de se réaliser avant ce truc-là. Je suis totalement d'accord avec toi, carrément. Il a sorti toute la boîte à outils, Aspinall, parce que d'habitude, ce qui marche, c'est 1-2 en ligne. Mais va cadrer Cyril et lui mettre un 1-2 en ligne. Et du coup, il a sorti tout ce qu'il savait faire. Des kicks, des coups de pied retournés, des high kicks, des low kicks. Mais je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Je pense pas que Cyril ait surdominé le premier round. Je pense que c'était un peu plus disputé que ce que la plupart des gens disent. Je te rejoins sur ce point-là, mais je pense quand même que Cyril était au-dessus. Et quand on regarde justement, on voit les deux là. Ouais, on a fait exprès d'accélérer justement les images pour qu'on puisse voir les déplacements aussi et le mouvement de Cyril. C'est ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, qui a beaucoup gêné Thomas Spinal, cette activité permanente en fait de Cyril Gane. Il le laisse pas respirer. En plus, le fait d'être en gaucher, ça a l'avantage dans la défense de lutte. Ça crée un peu plus de distance sur les attaques en lutte d'Aspinall. Et Aspinall, il n'a jamais rencontré un mec aussi technique de sa carrière. C'est ça qu'on disait. J'aurais bien voulu que ça continue un peu plus et je pense que Cyril il serait encore plus monté en régime et Aspinall n'ayant jamais fait plus de 2 rounds et quelques secondes, avec un nez cassé en plus, j'aurais pas donné cher de sa peau, honnêtement. Xavier, cette activité permanente de Cyril, c'est quelque chose qu'il a toujours eu, que tu as toujours remarqué chez lui, justement cette... Cyril, il a toujours combattu comme un 70 kilos. Ouais. Comme j'ai toujours dit, il s'est toujours même préparé comme un 70 kilos. Et il n'a jamais été question qu'il fasse moins de par son poids. Il a toujours fait la même chose. Et c'est quelqu'un qui aime prendre l'espace.
Donc totalement là, tu vois, il envoie plein de fausses informations à Aspinall et c'est hyper dérangeant. Et encore une fois, je pense qu'Aspinall, il ne se rendait pas compte que quand il va être face à Cyril, c'est aussi compliqué d'avoir toutes les informations. Parce que là, franchement, c'est déroutant, quoi. Oui. Puis alors, il a cette moi, je vais dire, absence de garde, en fait, presque finalement, parce qu'il a les mains très basses, Cyril Gane. Alors, on ne le découvre pas aujourd'hui, on le sait déjà, mais ça peut être déconcertant aussi pour l'adversaire qui est en face. Bien sûr. Son karatéka comme ça. Ouais, je pense qu'il les a aussi basses parce que il est mobile. Il sent pas le vrai danger. Ouais. Et il reste loin et quand il se rapproche, il lève quand même les mains. Mais c'est une manière bien sûr. Parce qu'il prend 2-3 petits pas arrière, il est bien. Comme contre Francis, il a les mêmes réflexes que contre Ngannou, où vraiment il rentre un petit peu la tête, etc. Il s'écarte assez rapidement. C'est peut-être aussi sa manière de bien rentrer dans le fight. Si tu regardes bien, plus le fight il avance, plus le round il avance, il relâche les bras. On sent qu'il est totalement dedans. Il est dedans et il sent qu'il maîtrise à ce moment-là. Il y avait un sujet qu'on avait beaucoup évoqué et qui était une des clés du combat avant, c'était le fait que Tom Aspinall allait forcément chercher Cyril Gane aussi au sol. Pour le coup, on a vu que Cyril Gane était très préparé à ça. Il y a eu un takedown tenté par Tom Aspinall dans ce premier round, parfaitement défendu pour le coup là par Cyril Gane. C'est le premier takedown raté d'Aspinall à l'UFC. Et on voit comme la défense, elle est parfaite. Il le garde très très loin, il le bloque. Et on ne l'a pas vu... On l'a pas vu tenter d'y retourner à Aspinall alors que c'était la principale menace pour beaucoup de gens en fait. Parce que c'est très énergivore. Déjà quand tu respires que de la bouche au bout de quelques minutes dans le round, tu sais que t'es pas en confiance sur ton cardio. C'est dur de continuer sur ce chemin-là. Et je pense qu'il se serait fait arrêter encore 1 ou 2 takedowns, il aurait vraiment abandonné l'idée. Il n'est pas surpris, je pense, Cyril. On a Khabib qui, juste avant, disait à Aspinall, il faut que tu mixes, il faut que tu rentres en boxe et que tu switches ensuite en lutte. Là, il rentre en lutte un petit peu directement. Cyril, il a le coup d'œil pour le voir venir tout de suite. C'était pas peut-être la meilleure manière de rentrer aussi. Non. Est-ce qu'il voulait vraiment aussi rentrer? Parce qu'on voit qu'il lâche vite l'affaire, concrètement. C'est qu'on a vraiment tout le jeu qui s'est fait à distance. Il n'y a pas un moment où vraiment les deux étaient collés. Donc c'est aussi la proposition que Cyril avait, qui était parfaitement dans le fight, et de rester toujours à distance qui a fait la différence. Et Aspinall était dans un style finalement qu'il n'a jamais eu dans ses combats de poids lourds. Il a fait du in and out. Il avait annoncé un petit peu, non? Mais du coup, ça veut aussi dire que pour le combat qu'ils vont refaire, on n'a toujours pas l'information sur le sol. Là, il peut dominer sur le sol. On n'a pas eu la réponse sur celui-là, en tout cas. On n'a pas eu le temps d'avoir la réponse. Mais je pense que maintenant, Aspinall, il a plus de data pour travailler. Là, il sait. Là, c'est ça qui me dérange un peu dans On va en parler justement de la suite. On va juste écouter peut-être Cyril Gane sur l'analyse de ce combat, mais de ces 4 minutes 30 de combat finalement. Il nous résume un petit peu le game plan et la façon dont il a vu les choses, lui, sur ce premier round. Ouais, c'est ça. Et puis cette frustration de se dire qu'on avait l'impression qu'on l'avait un petit peu ce combat-là. On avait un premier round. Alors je ne sais pas s'il l'avait ou je l'avais, mais je me sentais bien et je savais qu'au fur et à mesure des rounds, ça allait encore mieux se passer. Donc il y a tout ça en même temps qui vient. Il y a plein d'autres choses aussi que je garderai pour moi, mais voilà, beaucoup d'émotions. Parlons-en de ce premier round. C'est vrai que ça a été un game plan très bien huilé. On te sentait à l'aise, plutôt à ton avantage. Parle-nous de cette tactique-là. La tactique, c'est du travail. C'est du travail, voilà. Et répondre présent, c'était le mot d'ordre aussi là-dessus. C'était être 100% dans la cage, être 100% présent et 100% aware de ce qui se passait. Et je pense qu'on l'était. Tu l'as ouvert rapidement au niveau du nez. Tu continues avec tes jabs à essayer de l'avoir? Ouais, ça allait continuer. Tout le monde connaît. Et puis on sait très bien qu'au fur et à mesure du temps, on se sentait de plus en plus à l'aise. Toute la frustration, quand on entend tout ça, moi ça me frustre encore plus. Voilà, de savoir que Cyril Gane était parfaitement dans son fight et que finalement on le sent très serein quand il parle de tout ça. Et on comprend justement, Xavier, quand il dit tout ça, que lui, dans son combat, il était parfaitement bien et il avait déjà tout analysé. Il savait très bien ce qu'il allait faire, même dans les rounds qui allaient suivre. Avant de parler du combat, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est son entrée. Ouais. C'est-à-dire que déjà, tu le vois rentrer dans l'octogone, Cyril, tu vois qu'il a envie d'en découdre. Il avait tellement envie d'en découdre qu'il a oublié sa coquille. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai vu. C'est incroyable quand même. J'ai vu. Mais non, mais c'est vrai, le fameux œil du tigre, on ne peut pas dire qu'il ne l'avait pas, qui était préparé avec les 3 mois d'isolement, de préparation, de camp. C'est sûr qu'il était préparé comme jamais. Et je pense que la complication pour lui, ça va être de dire qu'il va falloir se repréparer de la même manière et être aussi prêt. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait pas mal de data à Aspinall. C'est vrai qu'il y en a pas mal, mais il les a pas tous.
parce qu'il n'est pas arrivé à la deuxième reprise. Donc ça, c'est l'inconnu aussi. À la deuxième reprise, comment ça serait passé? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'inconnus autour de tout ça. Mais évidemment, on se pose la question de la suite maintenant. Dana White a très rapidement annoncé en conférence de presse après le combat qu'il y aurait évidemment une revanche entre les deux hommes. It would seem obvious that a rematch is right on the cards. Would you like to just rebook these guys as soon as Tom is able to get back in there? Yeah, total pain in the ass, but yes. I'm sure in his camp, he was training like an animal for this fight, and it's unfortunate that it ended the way that it did. And yes, I think that there probably will be a lot more interest in the rematch after they saw, he had Tom bloodied up, and, Tom didn't want to continue in the fight, so the rematch is very interesting. What's that? Yeah, as soon as possible. La revanche, elle a presque plus d'intérêt que le premier combat. Grâce à ce premier round, tu vois, ça a remis un petit peu d'intérêt autour de ce combat. Là, ceux qui ne voulaient pas se brancher pour ce combat en se disant « Ouais, mais de toute façon... Spinal, il va le mettre KO au premier round. Là, ils ont vu que c'était pas ça. Ça a changé complètement les choses aussi. Sacha, dans la vision même de l'UFC, on entend Dana White parler de Cyril Gane comme on ne l'a jamais entendu. Oui, il est hyper élogieux. Il est revenu un peu ce qu'il pensait de lui au départ, avant d'avoir les déceptions où il disait Jones l'a traité comme un enfant, etc. J'ai jamais vu des décisions aussi reloues. Là, il a vraiment marqué beaucoup de points. Comme tu l'as dit, la revanche, je pense qu'au niveau des cotes, on va être à l'équilibre, donc ça crée le suspense idéal. Et moi, dans ma théorie, il y a deux moyens de réorganiser ce fight. Soit tu le fais sur le dernier pay-per-view de l'ère des pay-per-view, donc là 323 qui est en fin d'année en décembre, même si ça fait très très court. Il y a Merab, il y a Merab. Après c'est des poids lourds, ça fait très court. Ça ferait 3 ceintures et tu te dis tu finis pay-per-view sur 3 ceintures, en termes de business c'est magnifique. Soit tu as cette nouvelle ère Paramount qui arrive aux États-Unis, donc la fin des pay-per-view entre guillemets, et peut-être que tu peux le refaire en Europe parce que tu as moins cette contrainte de devoir le mettre à des horaires américains parce que tu vas en vendre plus, il n'y a plus ce problème de vente par événement en fait. En général, ils font ça en février et mars. Exactement. Mais à Londres. À Londres. Il est champion. C'est pas terrain neutre. Mais chez eux, c'est chez nous, c'est bon. Non, tu vas à Londres avec Aspinall, l'ambiance, c'est pas la même. Il est de Manchester, lui. Ça va. Londres, c'est entre les deux, tu vois. Non, mais c'est vrai que l'UFC s'interroge de savoir quand est-ce qu'ils vont replacer ce combat. Évidemment, ça paraît compliqué parce que les UFC numérotés sont déjà tous calés, donc avec des combats pour le titre. A priori, ça va peut-être aussi dépendre de l'état de santé d'Aspinall. On ne sait jamais. S'il annonce qu'il a quelque chose, ça peut aussi reporter encore plus. Les fameux 3 mois. Les fameux 3 mois. Exactement. Il faut voir si son médecin il est véreux ou si c'est des faux arrêts de travail. Tu pousses le truc jusqu'au bout. Vraiment, je suis dans le... Voilà. Mais bon, je pense que c'est des poids lourds. Ils n'ont pas besoin de, entre guillemets, autant de prépa. Il n'y a pas un vrai cutting vraiment à faire et tout. Je pense que ça peut se jouer en décembre s'ils font ce que tu as dit. C'est un move businessment parlant qui est super intéressant. Mais voilà, il y a un UFC qui arrive à Londres. Et puis c'est marrant d'entendre Dana White parler comme ça de Cyril, sachant que le combat, il l'a pas hyper vendu, il ne s'est pas super exprimé. C'est ça qui est fou. Tu as raison de le dire, parce que c'est pour ça que je disais que... Je me demande même dans quelle mesure c'est pas bénéfique pour l'UFC et pour Dana White. Pour l'UFC, c'est totalement bénéfique. Surtout que là, il va avoir une vraie histoire à raconter. La storytelling, il est super par rapport à la première fois. Donc c'est sûr et certain que l'UFC sera grand gagnant, je pense. C'est ça qui est fou. Regarde le message de Steve Washi. Dans le chat, on a un truc. Je suis en train de regarder la vidéo d'Aspinall. Quel comédien, dès que l'infirmière examine, touche son nez. Ouais, mais arrêtez. Tu donnes du grain à moudre à ton truc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on parlait de ses cotes. Évidemment, ça a changé la physionomie complètement du combat à venir. On vous a fait participer sur les réseaux sociaux pour un petit sondage pour savoir est-ce que vous étiez encore plus confiant maintenant, du coup, pour le combat à venir entre Cyril Gane et Tom Aspinall. Eh bien, vous avez répondu oui à 91%. Donc, c'est dire aussi comme les choses ont changé, comme la physionomie des choses a changé. Sondage sur Twitter, Instagram, sur YouTube aussi. On a fait une petite moyenne de tout ça et voilà ce que ça donne. Mais pour donner un petit peu aussi de sens à tout ça, c'est que vu le combat entre Volkov et Almeida qui avait sur cette carte aussi hier soir, qui était vu comme une demi-finale dans la catégorie des lourds, finalement, de devoir replacer un nouveau combat entre Gane et Aspinall, c'est pas plus mal pour cette catégorie qui galère un petit peu aussi, quoi. Après, c'est sympa pour Volkov qui, encore une fois... il a été sauvé. Mais t'as regardé le combat ? Oui. Est-ce que tu t'es rendu compte que le Chulismo n'est pas mort ?
J'aime beaucoup la ref. Ah, c'était dur. C'était vraiment dur à regarder. C'était dur, c'était dur. T'as tout dit, c'était très dur. Pour tout le monde, ça a été compliqué. Je pense que Dana White aussi. C'est valorisant pour Aspinall et pour Cyril. Parce que quand tu vois le combat, cette fameuse demi-finale, je suis pas sûr que ce soit une demi-finale. C'est la Ligue 2. Ouais, c'est ça, c'est pas la même division en fait. Il y en a deux en tout cas qui ont évidemment regardé ce fight avec attention, c'est Alex Pereira et John Jones qui étaient évidemment devant leur télé. Pereira, champion des moins de 93, qui est à son objectif de monter pour aller défier John Jones. Du coup, il s'est fondu d'un petit commentaire sur ses réseaux sociaux, il s'est filmé en train de regarder la décision et d'interpeller aussi John Jones en lui disant allons redonner ces lettres de noblesse à la catégorie des lourds, avec les petits emojis, vous voyez Powhatan, un petit os, c'est Bones, donc John Jones évidemment, puis la Maison Blanche à côté, parce qu'évidemment l'objectif c'est d'aller combattre et de faire ce fight à la Maison Blanche. John Jones a répondu lui aussi derrière sur ses réseaux en disant Alex, allons montrer de quoi on est capable à la Maison Blanche. La photo de profil exceptionnelle, c'est ça qu'il faut retenir aussi, le petit canard avec le cache-œil. Voilà, c'est un petit clin d'œil aussi à Tom Aspinall. Mais du coup, pour essayer de comprendre où est-ce qu'on place ce combat, il serait complètement à part. hors classement, hors tout le reste, quoi. Il peut faire une BMF poids lourd. C'est ça, qui est l'homme le plus fort du monde, qui est le plus dangereux de la planète, hors titre, hors champion. C'est un super fight, comme on l'appelle. C'est vraiment pour la beauté du fight. Dana White, il fait ce qu'il veut. Pour qu'on se pose la question, il fait ce qu'il veut. Xavier, est-ce que tu signes pas pour un Pereira Jones? Tous les jours. Prenez mon argent, c'est... Ah, t'es pas sûr? Si, bien sûr que je suis pour Pereira Jones. Mais la question, c'est est-ce qu'on signera pas pour un Cyril Gane à la Maison Blanche aussi? Ouais, bah on signe tous les jours, nous. Mais on verra où est-ce qu'il en est à ce moment-là. Peut-être qu'il aura la ceinture de champion aussi. Exactement. On verra. On va marquer une courte pause, messieurs, sur RMC Sport 1, et puis on revient juste après parce qu'on a encore plein d'images à vous montrer, notamment le KO exceptionnel de Bakary Samaké. C'était aussi hier soir. À tout de suite. Mais vous en avez l'habitude, on reste ensemble évidemment sur la chaîne Twitch RMC Sport pour vous faire gagner 20 € de free bet grâce à notre partenaire Winamax. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. On va vous montrer une petite vidéo d'un KO qui est une vidéo un petit peu modifiée. Le premier dans le chat qui me donne le nom de celui qui met le KO remporte les 20 € de free bet. Comme d'habitude, j'ai Sacha qui sera le juge de paix. Dans cette histoire. Bah oui, il y a Cantinou qui a débarqué dans le chat, j'ai vu déjà. Et voilà. Ah non, regarde, c'est pas lui qui a répondu. C'est pas lui. C'est Objectif Brabus. Objectif Brabus qui répond Morgan. C'est un gars de chez moi, ça. C'est évidemment Morgan Charrière. Merci, Jaito. Je suis trop content pour lui. L'UFC Paris. Oui. On va le voir d'ailleurs, le KO, il n'est même pas encore là. C'est son début à l'UFC même, Morgan Charrière face à Manolo Zecchini. Avec ce KO et ce coup au foie. Qui a disparu effectivement. Bravo à toi, tu as remporté les 20 € de free bet. On te laisse envoyer un petit DM sur Twitch pour qu'on puisse t'envoyer justement, que tu puisses être crédité de ces 20 € de free bet. On les mettre sur Cyril Gane. Oui, tu peux. Je ne sais pas combien il y aura, mais effectivement. Allez, on est de retour sur RMC Sport 1. On a parlé longuement de Cyril Gane, mais il y avait un autre grand moment du week-end. Ça se passait du côté de la mythique salle de Marcel Cerdan à Levallois-Perret. C'est Bakary Samaké, le petit prodige de la boxe française, qui a une nouvelle fois marqué les esprits. Et c'est son adversaire du soir, Alejandro Ortiz, qui en a fait les frais. Et ça, c'est un chaos dramatique prévu. Et il ne reviendra pas, Alejandro Ortiz. Quel chaos dramatique de Bakary Samaké. Et on l'a vu, hein. Ça c'est intéressant aussi. On a vu Bakary fêter son KO et on a vu Issa tout de suite venir le recadrer pour lui dire attention. C'est important. Ton adversaire est au tapis. Parce que là, il a pris beaucoup de coups, Alejandro Ortiz. Victoire très impressionnante quand même avec ce KO dès le 5e round, je vais y arriver. Toi, l'amateur de pieds-points, de points justement, Xavier, est-ce que tu es impressionné par cet enchaînement de Bakary Samaké? Au-delà de l'enchaînement, moi j'ai regardé le combat. On le voyait venir le KO. Honnêtement. Il prend très très cher avant quand même. Il a dominé. Et surtout quand il frappait,
il rigolait pas, il a pris des coups durs. Donc le KO, il est agressif, il est méchant, c'est vraiment tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Et même, allez, la dernière droite qu'il lui met, limite, c'était pas nécessaire. C'est bonus. Ouais. On voit justement super nécessaire. Le résumé aussi du combat où l'agressivité dont tu parles, Xavier, on la voit sur ces coups-là, parce que là, c'est juste tout ce qui va mener jusqu'au KO et l'enchaînement qui va être fatal pour le Vénézuélien. Mais on sent l'impact aussi, Gianito, des coups de Bakary Samaké. Ça frappe très très fort. Ouais, en plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a encore plus pris de la confiance. Il assume son statut maintenant. Et puis là, il a vraiment cherché à finir le combat, mais de bout en bout. Il n'a pas cherché à marquer ses points. Voilà, c'est ça. C'est pas le but. Il était là pour finir et il l'a fini. Puis j'ai bien aimé l'enchaînement à la Powhatan un peu. Ouais. Droite au corps, remonté avec un crochet gauche. Bon, après, je crois que tu parlais de la célébration, tu sais. Ouais, il a fait un mix. Il était au bout. Voilà. Il était au bout. Il était au bout. Après, il a fait Adesanya, du coup. Ouais, c'est ça, il a fait un petit mix des deux. Mais il a fait Adesanya automatique, tu vois, c'était pas flèche. C'était pas flèche, en tout cas, il a confirmé quand même son statut de numéro 1 à la WBC. Bakary Samaké, c'est quand même 19 victoires en autant de combats. Il a 22 ans seulement aussi, c'est ça qu'il faut rappeler. Le petit bémol, voilà, si on peut dire comme ça, c'est peut-être que certains critiquent les adversaires qu'il peut avoir en face. Là, on était sur un 100, plus de 100, au-delà de la 120e mondiale, qui avait certes un très bon bilan avec notamment beaucoup de victoires par KO. Mais évidemment, lui, Bakary Samaké, oui. Non, mais c'était. J'ai laissé finir. Hein. Ah ouais, je crois que tu voulais me parler. Non, mais j'allais dire justement qu'il est dans cette quête d'aller avoir son titre mondial un jour et que peut-être pour y arriver, il va falloir step up un peu sur les adversaires. Oui, après aller combattre, s'exporter sur le vrai continent, aller aux États-Unis, voire au Mexique, faire des fights comme ça. Après, comme tu l'as dit, il reste très 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 jeune et aller combattre vraiment le très très haut du panier maintenant, ça peut être piégeux. Il s'est affirmé, son style il est fort, c'est un très gros physique pour cette catégorie. Il bouge bien, il est rapide, il frappe fort, donc il a toutes les armes qu'il faut. Mais tu vois, il faut encore continuer à se construire parce que c'est une autre mentalité, c'est un autre style de combat. Ils sont encore amateurs, il faut les Jeux Olympiques, etc. Donc, et tous ceux qui sont au top aujourd'hui, finalement, tu vois, qui sont plus autour de la trentaine. Donc, tu vois, il reste encore une étape à construire et effectivement, ça allait faire des combats aux États-Unis, mais peut-être pas encore aller viser les ultra gros noms, continuer à construire pour pas se brûler parce qu'on sait que la boxe anglaise c'est un monde qui est très cruel, les premières défaites etc ça peut coûter très cher, donc on est en train de vivre en tout cas l'éclosion de quelque chose et il faut continuer vraiment à le travailler, ce diamant brut, jusqu'à ce que effectivement on puisse aller viser les gros noms et les grosses ceintures mondiales. Il y a plusieurs options en plus, il n'y a pas que les États-Unis maintenant, il y a Angleterre, il y a l'Arabie Saoudite aussi, aussi. Voilà, Riyadh Season et tout, on sait qu'ils font des grosses cartes avec des undercards plutôt intéressantes. Pourquoi pas le voir déjà sur les undercards des événements comme ça. En tout cas, ce qui est rassurant aussi, c'est qu'on commence malgré tout à parler de lui sur la scène internationale. Il y a un petit tweet qui est passé de Teofimo Lopez, l'actuel champion WBO des super légers, justement, qui a tenu aussi à féliciter Bakary Samaké sur Instagram. Ça aussi, ça en dit long, tu vois, sur le chemin qu'il est en train de faire aussi dans le monde de la boxe, parce que nous, on en parle parce qu'il est français, évidemment, et qu'on a envie de le pousser. Mais quand on commence à parler de toi aussi à l'étranger, ça veut dire quelque chose et ça veut dire qu'on commence à compter. Xavier, ton avis aussi de coach quand on a un diamant comme ça, comme Bakary Samaké, il est coaché, on le rappelle, par son père, qui l'entoure, managé par son père. À 22 ans seulement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on prend le temps justement de construire sa carrière ou on essaye de le pousser au max pour que ça aille vite? C'est une très bonne question. Je te remercie pas de me l'avoir posée. C'est cadeau. Mais non, je pense que son père, il sait très bien ce qui est bon pour lui ou pas. D'ailleurs, au moment de la célébration, il le recadre un peu. Oui, c'est vrai. Ça prouve à quel point. L'adversaire est encore totalement. Au sol. Donc ça prouve à quel point il a une bonne influence sur son fils. Moi, je vais pas donner de réponse. Une chose est sûre, c'est que c'est vrai qu'en boxe anglaise, une carrière, ça se construit. Donc est-ce qu'il va continuer à la construire? Est-ce qu'il va prendre des risques? Ça, c'est sa team qui décidera. Peut-être un peu des deux. Exactement. Voilà. Peut-être un peu des deux. Pour avoir un petit mix des deux, voilà, ça peut être pas mal. Je vais vous donner les prochains rendez-vous à venir maintenant sur RMC Sport. Il y a encore de l'UFC le week-end prochain. C'est un UFC Fight Night à l'Apex. Gros main event, attention. C'est dur. Parce que, là, faut se mouiller la nuque. Là, mais là, on est sur la carte des ultra spécialistes. Steve Garcia face à David Onama, on est chez les moins de 66 kilos. Garcia, j'aime bien, moi. En fait, c'est un beau combat, mais normalement, ça, c'est un préliminaire d'une carte. C'est pas un main event de Fight Night. Écoute. Ça veut dire que ça va être une méga carte, parce que très souvent, quand on critique une carte sur le papier, on a des highlights de malade, genre. C'est réel, c'est comme le fromage, plus ça pue, plus c'est meilleur.
C'est la petite métaphore de 23h30. C'est une théorie. En tout cas, ce sera sur RMC Sport dans la nuit de samedi à dimanche. Et ben, on y reviendra aussi dans le Sunday, juste dimanche derrière. Évidemment, on débriefera tout ça. Et je pense qu'il y aura beaucoup de chaos. Sur la carte, dans ces cartes-là, c'est toujours des bangers en vrai. Ouais, on verra. On sera au rendez-vous en tout cas. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci pour l'analyse sur Cyril Gane. Si jamais il y a ceinture, tu reviendras comme promis pour nous débriefer cette ceinture de avec Cyril plaisir. Gane. Et je pense qu'il y aura ceinture. Mais alors là, on peut y croire plus que jamais. Si on n'y croit pas maintenant, on n'y croira jamais. C'est clair. Merci beaucoup Xavier. Merci les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Magnifique émission. Fantastique, préparé encore une fois par Anthony Sterpini, Oscar Josse, Robin Travers, Nathan Rochefort aussi qui était avec nous aujourd'hui. Il y a du monde aussi en régie. Il y a Redouane Touta aussi qui est en train de vous poster tout ça sur les réseaux sociaux. Ça fait du monde. Il y avait toutes les équipes sur place aussi à Abu Dhabi d'RMC Sport qui vous ont préparé tout ce contenu toute la semaine et qui vous a fait vivre cet événement au plus près malgré le dénouement qu'on attendait différent. Merci à tous d'avoir été avec nous et puis on se retrouve évidemment dimanche prochain, même heure, même endroit pour un nouveau Fighter Club Sunday. Très belle semaine à tous. Ciao. Merci à Stéphane Saumon. Pas mal.